Bonjour à tous. Le comité m'a donné tout un défi aujourd'hui. Ils m'ont demandé de faire un résumé en 20 minutes de 10 années de recherche et pas simplement mêler mes travaux de recherche, mais les travaux de recherche qui ont été faits sur le confort. Je voulais souligner les porteurs de dossiers, donc Anne-Marie Despaciers et Jeff Rushen, qui ont fait leur carrière à Agriculture Canada, Doris Pellerin de l'Université Laval et mon partner in crime, Steve Adam de Valacta. Donc tous ces gens-là ont travaillé pendant plus de 10 ans sur les projets que je vais vous présenter. On va s'intéresser à la stabulation au travé aujourd'hui avec l'idée quelle option pour améliorer le confort et le bien-être. Je vais commencer la présentation par mettre les deux pieds dans le plat et vous parler de la liberté de mouvement. Je pense que tout le monde a une vision différente, en tout cas une vision de quoi on parle quand on parle de liberté de mouvement. Donc ici, effectivement, c'est une photo de la première sortie des vaches au pâturage après l'hiver. La liberté de mouvement, c'est une demande du consommateur. Ce n'est pas seulement pour les vaches. Il y a des questionnements sur les cages, chez les poulets, chez les truies. Dès qu'on va parler d'amélioration du confort, quelque part, on doit aussi, puis on va penser aussi à comment augmenter finalement les opportunités de mouvement pour les vaches laitières. Tous les travaux qui ont été menés vont être intégrés en fait dans la révision du code de pratique qui est déjà due l'année prochaine. Donc tous les 10 ans, en 2019, on va réévaluer quelles recommandations vont être incluses dans le code de pratique et puis effectivement il y aura une implantation qui va être faite par la suite. Donc 10 ans de recherche, c'est important de dire des gens de recherche qui ont été financés et qui ont été menés en partenariat avec les producteurs de lait. Les premiers travaux que je vais vous présenter, c'est en fait beaucoup d'études qui ont été menées dans les fermes laitières au Canada, en stabulation libre, en robot de traite et en stabulation travée. Donc en chiffres, on parle ici de 3 projets majeurs, des grands projets dans le cadre des grappes laitières 1 et 2 sur le bien-être et la longévité. Je ne vais pas vous parler des projets sur les veaux. Il y a eu un financement au travers des productions laitières biologiques et il y a énormément de gens qui ont été impliqués dans ces travaux, donc je voulais les remercier aujourd'hui. Donc on a ciblé 240 fermes, ça paraît pas beaucoup, mais ça a été un long travail à faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé mesurer les mesures de résultats du bien-être. Donc qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on fait? C'est les mesures sur les animaux. Parce qu'en fait, qu'importe quelque part la régie ou la gestion, la régie ou le logement qui va être différent d'une forme à l'autre. L'idée, c'est si on fournit les bonnes conditions, normalement, on devrait avoir des bons résultats sur les animaux. Donc, on est allé mesurer la boiterie, on est allé mesurer les blessures, on est allé passer 2 jours pour aller mesurer l'ensemble de ce qu'on va appeler les facteurs de risque. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer les résultats de bien-être? On a mesuré les stalles. On a mesuré la quantité de litière, on a fait un questionnaire avec le producteur pour comprendre un peu plus la régie d'élevage, puis on est allé chercher les données de performance sur les bases de données du contrôle laitier. Donc ça, c'est notre constat. Dans les systèmes à stabulation libre ou en travée, les conditions de logement, ça va affecter le statut de bien-être des vaches. Donc les chiffres que je vais vous présenter ici, ils sont différents pour chaque province. Donc le Québec, ici on est en orange, on est allé mesurer en Ontario, en Alberta, dans les provinces atlantiques. Vous avez les robots de traite, les stabulations libres, les stabulations entravées. Et la mesure qui est ici, c'est en fait la prévalence à la ferme. Donc le pourcentage de vaches qui va être affecté par l'une de ces mesures. Donc, par exemple, si on prend les blessures au cou, on voit qu'il y a des différences régionales au niveau de la stabulation entravée entre le Québec, par exemple, et l'Ontario. Donc, pourquoi on est allé regarder effectivement qu'est-ce qui se passait dans les dimensions de stall. Donc ici, je présente la différence par rapport à la recommandation. Donc dès que c'est négatif, ça veut dire qu'on n'a pas exactement la dimension qu'il faudrait. Puis quand on dépasse, éventuellement, ça veut dire qu'on est au-delà de la dimension. Donc pour le muret, par exemple, vous voyez, quand on a plus que la recommandation, ça veut dire que le muret est plus haut que ce qui devrait être souhaité. On voit qu'on a différence, encore une fois, ici, où dans les provinces atlantiques, on a des murets qui sont plus bas.
Un autre exemple, un autre facteur qui pourrait expliquer par exemple nos blessures au cou, ça serait l'avancement de la barre, où on voit en fait qu'au Québec, en moyenne, on a des barres qui sont beaucoup plus reculées, les barres de cou, à l'intérieur des stalles. Quelles options? Si on suit les recommandations actuelles, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est capable d'améliorer en fait les conditions? Donc oui, par exemple, dans les fermes, donc là, on a comparé les fermes pour lesquelles on avait des vaches qui étaient logées dans des stalles qui correspondaient à leur dimension corporelle. Donc si on avance la barre d'attage, on va voir qu'on va réduire les blessures, on va réduire la boiterie, on va augmenter le temps de repos. Par contre, effectivement, on va avoir un impact négatif sur la propreté. Donc un autre exemple, augmenter la longueur de chaîne. Pour rejoindre la recommandation, on va diminuer les blessures. Par contre, on s'est aussi rendu compte qu'il y a certaines recommandations actuelles qui étaient peut-être à revoir, à revisiter. Donc par exemple, on voyait que si on essayait d'augmenter la hauteur de la barre d'attache, donc d'être un peu moins restrictif, on avait en fait des résultats négatifs, on augmentait la boiterie, les blessures, etc. Donc là, il y avait du travail à faire pour essayer d'améliorer les recommandations. Question importante, donc ça c'est les derniers résultats qui ont été travaillés par Marianne. Villetas-Robichaud. Donc, améliorer le confort, est-ce que c'est payant? Donc, on vous l'avait dit, on avait les données finalement de performance et des données économiques. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'en moyenne, augmenter d'1 heure le temps passé couché, ça va augmenter de 273 kg par année pour chaque vache. Ça, c'est la production en moyenne corrigée. Pour le pourcentage de vaches à l'intérieur d'une étable auquel on va avoir adapté finalement la hauteur de la barre d'attache, on va là encore augmenter de 5,8 kg la moyenne de production, la moyenne corrigée. Au niveau de la longévité, donc ce qu'on a trouvé en fait, c'est que quand on avait de la litière très mouillée, on allait diminuer, en fait on allait augmenter le taux de remplacement. Donc on allait garder moins longtemps les vaches dans le troupeau. Puis quand on avait des temps passés couchés moins homogènes à l'intérieur d'une étable, donc on avait plus d'extrêmes, on se retrouvait avec moins de vaches en fait matures dans le troupeau. Au niveau de la rentabilité, ce qui a été calculé par Marianne, c'est la marge par vache sur les coûts de remplacement. Et là encore, on voit que le temps passé couché ou d'avoir de la litière qui n'était pas sèche, les deux vont avoir un impact économique sur la marge. Donc améliorer le confort, c'est payant. On a vu qu'il y a des recommandations qui n'étaient pas peut-être à revisiter. Puis surtout, ce qui était un peu compliqué à faire dans une étude qui est faite sur des fermes commerciales, c'est qu'on n'est pas capable d'isoler les facteurs de risque. C'est-à-dire finalement, est-ce que les blessures au cou, est-ce que c'est à cause de la hauteur du muret ou est-ce que c'est par rapport à la barre d'attache? C'est pas facile d'être capable de faire et la seule manière finalement d'être capable de pouvoir les isoler, c'est quand on essaie vraiment de faire ça, contrôler, c'est-à-dire qu'on va travailler dans une étable expérimentale, c'est ce qu'on a fait pour essayer d'aller regarder chacun de ces facteurs de risque et d'évaluer quel est l'impact. Donc en 2016, l'industrie s'est mise en partenariat avec le CSNG pour financer une chaire de recherche industrielle. Donc qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr, c'est du financement, mais aussi en fait c'est une discussion entre les chercheurs, en l'occurrence donc c'est moi la titulaire de la chaire, et l'industrie pour définir c'est quoi les questions auxquelles on veut répondre. Et tous les 6 mois, je m'assieds avec le comité, on dit, bon, finalement, où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi les résultats qu'on a et où est-ce qu'on s'en va? Et c'est clair que la capacité de bouger et la capacité de répondre à des questions pertinentes finalement est multipliée. Donc, je vais présenter aujourd'hui les 2,5 années de travaux de la chaire qui sont sur le confort des vaches et la gestion de troupeaux. Puis effectivement, les questions sur lesquelles on s'est attardé, c'était d'essayer de regarder les effets individuels de la configuration de stalles sur le confort, la condition et la production des vaches. Avec l'idée de dire, les producteurs sont limités dans leur capacité de modification à l'intérieur d'une étable. Donc, si tu n'es pas capable d'avancer la barre d'attache, est-ce que finalement augmenter la longueur de lit, est-ce que ça peut avoir le même impact? Avec l'idée de proposer en fait une trousse de pratiques pour les producteurs.
Le premier élément qu'on a regardé, c'était la barre de coût. Donc ça, c'est le travail de Jessica, avec l'idée de dire est-ce qu'on peut trouver une position où on va pouvoir réduire finalement les contacts répétés avec la barre pour peut-être diminuer les blessures au cou qu'on a vues ou les boiteries qui avaient été trouvées dans nos études qui étaient menées dans des fermes commerciales. Donc on a regardé la recommandation actuelle. Donc une hauteur de 48 et un dégagement de 14 pouces. On a été regarder ce qui se fait dans les fermes commerciales, donc même hauteur, mais un peu plus à l'intérieur finalement de la stalle. Puis on est allé regarder deux positions mitoyennes avec l'idée, donc il y en a une qui est aussi loin mais plus basse, et l'autre qui est plus haute mais la moitié moins en avant, avec l'idée de dire est-ce qu'on pourrait avoir une solution intermédiaire. En fait, on va limiter les contacts, notamment quand la vache est en train de manger par exemple. Donc mauvaise nouvelle. Ce qu'on a trouvé en tout cas pour les blessures, c'est que les blessures vont bouger avec la barre. Okay, donc par exemple, on est allé regarder deux endroits au niveau des blessures, le cou médial, donc plus en avant, puis le cou proximal, donc plus en arrière. Et si vous regardez les graphiques, en fait, on a suivi les vaches sur 10 semaines, donc ça nous permet vraiment de regarder de manière individualisée qu'est-ce qui se passe autour du temps. Et on a mesuré la différence de blessure par rapport à la semaine 0. Et ce qu'on voyait, donc le graphique du haut, c'est que vous voyez pour les barres pour lesquelles on est plus haute, on voyait d'apparition de blessures plus haut sur le cou. Et si vous regardez le graphique du bas, vous voyez par exemple sur le long terme, finalement nos deux positions un petit peu médianes, donc qui sont un peu plus basses, mais là on commençait à avoir une apparition des blessures au milieu. Puis en fait, notre position qu'on pensait qui avait plus de chances de succès, qui est notre position violette, en fait c'était la pire parce qu'on se trouvait avec des blessures à deux endroits finalement sur le cou. Donc pourquoi ces blessures? Ça, c'est le gros avantage de travailler dans une ferme expérimentale, c'est qu'on peut prendre une batterie de mesures. Donc on a pris des vidéos, on a regardé qu'est-ce qui se passait dans les tables. Puis une des mesures qu'on a regardées, c'est finalement les mouvements de lever, de coucher de la vache, les mouvements, et puis on voulait le caractériser. Ce qu'on a trouvé en fait, c'est que la vache entre en contact avec les barres et les diviseurs beaucoup. Qu'importe la position, on avait une prévalence des mouvements anormaux très élevée. Je vais vous donner un exemple. 42% du temps, pendant les mouvements de coucher, il y avait un contact qui se faisait ou avec les diviseurs ou les barres de cou. Application potentielle. On sait maintenant que même en avançant de 14 pouces la barre en avant, les animaux continuent à mettre de la pression sur le cou. Donc il va falloir être créatif pour considérer possiblement différents matériaux qui vont en fait mitiger les contacts répétés avec la barre, ou envisager des positions plus extrêmes, très en avant, ou peut-être pas de barre du tout. Véronique a continué notre investigation en se disant, bon, finalement, si on n'est pas capable de régler le problème avec la barre, qu'est-ce que ça donne avec la chaîne? Est-ce que si on part d'1 mètre, mais qu'on augmente cette longueur-là, est-ce qu'on va donner plus de facilité de mouvement à la vache? Donc, je vais vous jouer une petite vidéo. Donc ce que vous voyez là, c'est tous les mouvements préparatoires de la vache avant de se coucher, les mouvements de tête, etc. Ce qu'on a trouvé en fait, c'est que pour les animaux avec des chaînes plus longues, ces mouvements préparatifs étaient plus courts. Donc notre conclusion, c'est de dire, peut-être que les animaux, en fait, avec une chaîne plus longue, sont plus à l'aise dans leur stall. Puis effectivement, ce qu'on a fait, c'est Véronique, elle a suivi le déplacement des vaches à l'intérieur de la stalle, et ce qu'on a trouvé, c'est que les vaches se déplacent davantage. Donc on a suivi 3 points. Le point jaune, c'est le garrot, et ce qu'on a trouvé, c'est que le pourcentage de points jaunes, donc le pourcentage de temps où le garrot était à l'extérieur de la stalle, était plus élevé quand on avait des chaînes plus longues ou des chaînes plus courtes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qui est clair, c'est qu'on avait trouvé en ferme commerciale que les longueurs actuelles de 50 cm, c'était pas une bonne chose. La recommandation d'1 mètre, oui, ça fonctionne, puis possiblement les vaches pourraient bénéficier de plus de longueur. Après, effectivement, il y a toute une question de regard, d'observation de ces animaux. Il faut choisir les vaches qui vont davantage en bénéficier. Une vache qui a déjà mal sur ses pattes, qui a déjà des difficultés à se lever, c'est peut-être pas une bonne chose d'avoir une chaîne plus longue. Et il y a toute une question aussi d'habituation. Si on habitue les vaches dès la mise en place dans la stalle à avoir une chaîne plus longue, peut-être que les animaux pourraient en bénéficier.
Véronique a étudié un deuxième aspect de la stalle, et ce qu'on a voulu regarder, c'est la largeur. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va la doubler. Alors, l'objectif, c'est pas de dire aux producteurs au Québec, doublez vos stalles. Non, ce qu'on voulait dire, c'est si on voit aucun bénéfice à doubler la stalle, ça vaut peut-être pas la peine d'aller regarder des dimensions intermédiaires. Puis, d'un point de vue pratique, c'est quand même beaucoup plus facile d'enlever le diviseur entre deux stalles que d'essayer de le positionner au milieu. Donc, l'investigation qui a été faite, c'est beaucoup sur le temps de repos. Ce qu'on a voulu regarder finalement, c'est est-ce qu'on a des meilleures postures de repos avec la double stalle. Puis effectivement, c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé que les vaches, elles étendent leurs membres postérieurs plus souvent, que lorsque ces membres sont étendus, ils sont moins souvent dans la stalle de la voisine, mais au contraire, elle va plutôt préférer l'espace supplémentaire de la double stalle. Puis on avait la tête qui était moins souvent dans la mangeoire et plus souvent dans la stalle. Au niveau du temps total de repos, on n'a pas trouvé de différence sur le temps quotidien, mais on a trouvé que les vaches se reposaient différemment. C'est-à-dire qu'il y avait des phases de repos plus longues et moins fréquentes. Puis aussi, on a trouvé des résultats qui font écho en fait aux résultats qu'on a trouvés avec Jessica, c'est-à-dire qu'on avait des contacts avec la stalle qui étaient presque 2 fois moins fréquents lors des couchers pour les vaches en stalle double. Donc elle se connaît moins avec les éléments de l'environnement. Les applications ici, les vaches sont plus confortables avec plus de largeur. La recommandation, elle va s'appliquer pour les stabulations libres et pour les stabulations entravées. Puis la question économique du pied carré pour les coûts de construction de bâtiments, est-ce que ça se rentabilise? Je pense que la vraie question ici, c'est qu'il n'y a peut-être pas compromis à faire sur la largeur de stalle. Il faudra absolument suivre le minimum recommandé actuellement, puisque les animaux ont l'air au moins de bénéficier de cette largeur. Je vous invite à en jaser avec Véronique, à son poster. Élise, pour sa première expérimentation pour son doctorat, s'est posé la question, finalement, le parc de tarissement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc sortir la vache de la stabulation entravée pour une certaine période de temps, est-ce qu'il y a un bénéfice? Puis l'objectif, l'idée c'était de dire pourquoi le tarissement? D'abord, effectivement, on ne traite pas la vache, la gestion est différente, puis éventuellement les besoins physiologiques changent, donc c'est peut-être des animaux qui bénéficieraient davantage de se retrouver dans un environnement peut-être un peu plus confortable. On a trouvé en fait des résultats très similaires de ce qu'on avait trouvé sur les stades doubles, à savoir que la vache en enclos, elle adopte une grande variété de postures. Il y a des changements de posture qui sont plus fréquents. On n'a pas trouvé une différence significative sur le temps quotidien, mais peut-être que ça c'est lié au nombre de vaches qu'on avait. On s'est interrogé sur l'activité locomotrice, vous allez me dire pourquoi, c'est pour l'explication des résultats qui vont suivre. Nous, on voulait savoir finalement, est-ce que la vache, elle faisait de l'exercice, donc est-ce qu'elle faisait des pas à l'intérieur du parc, puis on n'a pas trouvé de différence entre nos deux systèmes. Par contre, ce qu'on a trouvé, parce qu'on faisait circuler les vaches pendant 5 minutes, une fois par semaine, dans un corridor, pour les tester, pour mesurer leur capacité locomotrice. Puis ce qu'on a trouvé, en fait, c'est qu'en enclos, on a vraiment une amélioration de la flexion articulaire au fil du temps. Puis, globalement, on a une note, en fait, de locomotion, de démarche, qui va s'améliorer entre le début et la fin du tarissement, qui se faisait autour de 8 semaines. Donc, les applications potentielles ici, loger ces vaches en parc de tarissement, c'est donner probablement à la vache une bonne chance de se préparer au vélage et à la prochaine lactation. Et bien sûr, c'est une pratique qui est déjà utilisée par des producteurs laitiers au Québec. Et cette étude, elle permet d'établir en fait des références pour les parcs de tarissement. Je vous invite à en parler avec Tania et Elise, qui sont toutes les deux aussi présentes en poste. Les résultats qui sont faits à l'université, c'est intéressant, mais l'objectif, c'est d'aller les appliquer en ferme. Steve et moi, on est allés rencontrer des éleveurs à la ferme Elroy plus tôt ce mois-ci, et je vais vous laisser avec leur témoignage sur qu'est-ce qu'eux ont fait à l'intérieur de leur étable. Merci.
Les objectifs de la chaire de recherche, c'était de développer des références pour les producteurs en stabulation travée. Nous, on voulait proposer un éventail de choix pour que le producteur puisse choisir qu'est-ce qui serait plus judicieux à installer chez lui. Ça datait de quelques années déjà, puis on a eu quelques crayons écrasés dans la dernière année qui étaient probablement dû à un manque des séparations qui étaient arrachées ou parties tout simplement. Puis pour donner du confort aux animaux, parce que les vieux animates qu'on avait étaient, on peut ainsi dire, finis. En avant, on a rehaussé l'aire d'alimentation. On a ajouté une céramique pour où on soigne les animaux, dans le fond. On a rehaussé la pipe d'attache et on l'a devancé. Le muret, on a fait un muret d'environ 6 pouces comme garde-manger. La barre d'attache, on a été contraint de ne pas l'avancer au maximum pour le dégagement pour le robot soigneur. Les diviseurs, on en a mis un à chaque vache pour que la vache ait vraiment son espace individuel. Notre longueur était déjà à 72 pouces, donc elle a été telle quelle. Pour la largeur, on ne l'a pas modifiée. On a des stalles qui vont de 4 à 5 pieds et puis on positionne les animaux selon leur gabarit. Dans le fond, on a changé le revêtement des stalles. On a choisi de mettre une partie en matelas, une partie en tapis. Puis c'est important de ne pas modifier la quantité de litière, de ne pas négliger d'en mettre suffisamment. Le dégagement a été beaucoup amélioré. Les vaches se lèvent plus aisément. Instantanément, après les rénovations, on a remarqué que les vaches se couchent immédiatement après la traite. Leur temps de repos est plus long et puis sont souvent couchées tout en même temps. Non, les modifications n'ont pas nécessairement le même résultat si on faisait ça chez tous les producteurs, de faire les mêmes changements. Il faut s'adapter à la ferme, il faut s'adapter aux installations qu'on a, puis permettre aux animaux d'avoir un bon confort. On est convaincu que ça vaut la peine d'effectuer des modifications pour le bien-être animal. À être prêt, avoir des bons plans. Puis des modifications bien adaptées à notre milieu de travail. C'est juste ma conclusion. Okay. Donc, je voulais juste vous laisser sur ce message en disant, ben oui, ça peut marcher, des modifications à moindre coût. Nous, c'est ce qu'on a commencé à faire à l'étape expérimentale. Ça nous manquait de la longueur, donc on allait poser une extension. Les réflexions qui s'en viennent par la suite, pour nous, c'est de dire bah, finalement l'opportunité de mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? On va s'intéresser à la question de l'exercice, puis on va aller travailler avec les ingénieurs pour regarder aussi le volet environnemental. C'est beaucoup de monde derrière ces travaux-là, une grosse équipe de remue-ménage et puis beaucoup de bras pour le travail à l'étable. Et je vous remercie de votre attention.